Je m'appelle Dana et j'ai 38 ans. Pour ma famille et l'illustre dynastie roman de Seattle, je ne suis rien de plus qu'une tache sur leur réputation. Une ratée, qui gâche sa vie à tourner des boulons comme mécanicienne dans l'armée, pendant qu'il conclut des accords à plusieurs millions d'euros. Mais ils ignoraient la vérité. Quand la solide porte en chêne de la cabane que ma grand-mère m'avait laissée a explosé vers l'intérieur, pulvérisée par une charge de C4 en plein cœur d'une nuit d'hiver du Colorado, ma main n'a même pas tremblé. Vipé, le mercenaire au rabais que mon cousin Julien avait engagé pour m'expulser, s'attendait à trouver une femme terrifiée, en larmes, implorant pitié. Au lieu de cela, à travers la poussière et la fumée qui retombaient, il m'a trouvé confortablement assise dans mon fauteuil en cuir, sirotant lentement un café noir. L'acier froid d'un fusil de précision de gros calibre reposait négligemment sur mes cuisses. Et lorsque le faisceau de sa lampe tactique a balayé l'écusson sur ma poitrine l'aigle en serrant l'éclair, j'ai vu ses pupilles se dilater dans une terreur absolue, animale. Mon cousin pensait expulser une parente pauvre d'une cabane en ruine. Il n'avait pas réalisé qu'il venait de déclarer la guerre à un opérateur de niveau 1 du JSOC, Joint Spécial Opération Commande, en plein sur le sol américain. Dites-moi depuis quel état vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant, si vous pensez qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Surtout quand ce livre connaît 18 façons différentes de neutraliser une menace, avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Le vent qui hurle à travers les montagnes rocheuses du Colorado a un son particulier. C'est un gémissement sourd et lugubre, qui fait trembler les pins et arrache la chaleur de tout être vivant. C'est le genre de froid qui s'installe dans vos os, et vous rappelle votre propre mortalité. La plupart des gens trouvent cela terrifiant. Moi, je trouve ça clarifiant. J'étais assise dans le fauteuil en cuir à haut dossier, celui dans lequel mon grand-père avait l'habitude de fumer sa pipe, avec pour seule lumière celle des braises mourantes dans la cheminée en pierre. Sur mes genoux reposait un exemplaire des Pensées de Marc Aurèle. Je l'ai lu des centaines de fois. La plupart du temps à l'arrière d'avions de transport au-dessus de la Syrie, ou dans des tranchées de la vallée de Korangal. Page 42, soit comme le promontoire contre lequel les flots se brisent sans cesse, mais il reste ferme, et dompte la fureur de l'eau qui bouillonne autour de lui. Pour moi, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un mécanisme de survie. C'est l'interrupteur qui coupe la peur. Ma famille pense que je répare des camions. Ils pensent que je change des filtres à huile et que je fais des permutations de pneus pour gagner ma vie. Ils pensent que les cicatrices sur mes mains proviennent de clés à molette qui dérapent, et non d'éclats d'obus, ou de combats au couteau dans les ruelles de Damas. Laissez-les penser ça. Le silence est la première couche d'armure d'un soldat. Mais ce soir, ce silence allait être brisé. Je n'ai pas entendu de bruit de pas. La neige dehors était fraîche et profonde de près d'1 mètre. Elle étouffe tout, absorbant les sons comme une épaisse couverture de laine. Mais je les ai sentis. Une vibration subtile dans les lattes du plancher. Le déplacement de l'air. Le rythme frénétique et amateur d'hommes habitués à l'intimidation, pas à la guerre. J'ai refermé doucement le livre, et je l'ai posé sur la table d'appoint, à côté de ma tasse de café fumante. Je n'ai pas attrapé le téléphone pour appeler le 911. Le bureau du shérif était à 40 minutes de là, par une route enlacée verglacée. Et de toute façon, Julien les avait probablement déjà payés. Ce n'était pas une affaire de police. C'était une intrusion de périmètre. J'ai pris le Macmillan TAC-50 posé à côté de la chaise. C'est un monstre de fusil. Lourd, encombrant dans les espaces clos, pour quiconque ne s'est pas entraîné avec jusqu'à ce qu'il devienne une extension de son propre corps. J'ai fait reposer le canon sur ma cuisse, le frein de bouche pointé vers la porte d'entrée. J'ai pris une gorgée de café. Noir, sans sucre. Boum. L'explosion n'avait pas le volume hollywoodien. Ce fut un bruit sourd, un choc sec qui a aspiré l'air de la pièce pendant une fraction de seconde. La porte d'entrée, en chêne massif sculpté à la main par mon arrière-grand-père, ne s'est pas contentée de s'ouvrir, elle s'est désintégrée. Des éclats de bois de la taille de couteaux aztèques ont été projetés dans la pièce, cliquetant contre l'âtre en pierre. Le vent glacial s'est engouffré instantanément, portant la puanteur métallique et âcre du C4 et du bois brûlé. À travers les tourbillons de fumée et de neige, une silhouette est entrée dans le cadre. Il était grand, portant un équipement tactique qui avait l'air cher, mais qui n'avait jamais connu un jour de véritable usure. Ses lunettes de vision nocturne étaient relevées sur son casque, un AR-15 avec silencieux levé bien haut. « Lève-toi de là, salope » a-t-il hurlé,
la voix fêlée par l'adrénaline. Sors de cette maison tout de suite, si tu ne veux pas mourir. C'était la réplique d'ouverture typique d'une brute. Il voulait créer le choc et la stupeur. Il voulait que je crie, que je pleure, que j'implore pour ma vie. Il voulait le scénario que mon cousin Julien lui avait vendu, la parente pauvre, faible et sans défense, qui squattait une propriété de valeur. Je ne bougeais pas. Je ne tressaillis pas. Je le regardais simplement par-dessus le bord de ma tasse de café. Le mercenaire, appelons-le Vipé, d'après le tatouage de serpent de mauvais goût qui dépassait de son col, a fait un autre pas en avant, repoussant les débris du pied. J'ai dit, bouge. T'es sourde? J'ai reposé la tasse. La céramique a cliqueté doucement contre le bois de la table. Ce son minuscule était plus fort que ses hurlements. Puis, ma main s'est portée sur la culasse du fusil. Clac, clac. Le son d'une munition de gros calibre en train d'être chambrée est indubitable. C'est un son mécanique, définitif. Il tranche à travers la bravade, comme un couteau chaud dans du beurre. Vipé s'est figé. Son cerveau essayait de traiter l'image qu'il avait sous les yeux, une femme en chemise à carreaux et en jean, assise calmement dans un salon détruit, tenant une arme capable d'arrêter un véhicule blindé léger à 1 kilomètre de distance. « Vous n'avez pas frappé, sergent ?» ai-je dit. Ma voix était basse, assurée, dénuée de toute émotion. Ce n'était pas une question. Il a cligné des yeux, la lampe torche de son fusil vacillant. « Quoi ? Votre posture ?» ai-je continué, l'analysant comme un spécimen de biologie. Les épaules trop tendues. Le doigt posé sur le pontet de la détente, non indexé. Vous étiez dans l'armée, mais vous n'avez pas fait long feu, n'est-ce pas? Renvoi déshonorant, ou juste inaptitude à vous adapter? Ferme-la, a rugi Vipé. Mais il a fait un demi-pas en arrière. Il a braqué la lumière de son fusil directement sur mon visage, essayant de m'aveugler. Je n'ai pas scié. J'ai laissé la lumière me frapper. Je voulais qu'il voie. Je ne portais pas mon équipement de combat complet. Pas de porte-plaque, pas de casque. Juste ma chemise. Mais épinglé sur le côté gauche de cette chemise en flanelle, juste au-dessus de mon cœur, il y avait un petit écusson de couleur terne. Je l'avais sorti de mon coffre-fort rien que pour ce soir. Le faisceau de lumière s'est concentré dessus. L'aigle, l'éclair, l'épée. L'insigne du joint spécial Opération Commande, JSOC. L'unité qui n'existe pas sur le papier. Les personnes que le président appelle quand la diplomatie échoue, et qu'il a besoin qu'un problème disparaisse de la surface de la Terre. J'ai vu la reconnaissance le frapper, comme un coup physique. J'ai vu ses pupilles se dilater, engloutissant l'iris. J'ai vu le sang quitter son visage, le laissant pâle sous sa peinture de camouflage tactique. Il savait. Chaque soldat, en service actif ou renvoyé, connaissait les légendes des opérateurs de niveau 1, tiers 1. Il savait qu'il ne regardait pas une mécanicienne. Il regardait un fantôme. Son arme s'est abaissée. Non par choix, mais par le poids écrasant de la réalisation qu'il était surclassé, d'une manière qu'il ne pouvait même pas concevoir. S'il pressait cette détente, il ne tuerait pas seulement un civil. Il signerait un arrêt de mort, qui serait exécuté par les personnes les plus dangereuses de la planète. Code rouge, a-t-il hurlé dans sa radio, sa voix se rétrécissant en un couinement de terreur. Annulé. Annulé. C'est un piège. Elle. C'est l'une des leurs. Il a reculé à la hâte, trébuchant sur les débris de la porte qu'il venait de détruire. Il m'a regardé une dernière fois, s'attendant à ce que je tire. S'attendant à la brume rose. Je me suis contenté de sourire. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'un loup regardant un lapin essayer de courir sur la glace. « Courez vite, sergent » ai-je murmuré, bien que je sache qu'il ne pouvait pas m'entendre par-dessus le vent. La neige devient profonde, dehors. Il s'est retourné et s'est enfui dans l'obscurité, abandonnant son équipe, abandonnant sa mission. Fuyant le démon qu'il venait de trouver assis au coin du feu. Julien pensait envoyer un nettoyeur pour sortir les poubelles. Il n'avait aucune idée qu'il venait de frapper à la porte du diable en personne. Et alors que le vent glacial tourbillonnait autour de mes chevilles, j'ai pris une autre gorgée de café. La guerre était enfin arrivée chez moi. Et j'étais prête à l'accueillir. Pour comprendre pourquoi un homme enverrait un commando paramilitaire faire exploser une porte en bois, au beau milieu d'un blizzard,
il faut comprendre la famille Roman. Il faut remonter 72 heures en arrière, dans les rues luisantes de pluie de Seattle. Dans un monde qui sentait la vieille fortune, l'eau de Cologne lourde, et la décadence morale. Nous étions chez Giovanni S. Un restaurant italien haut de gamme du centre-ville, avec une vue sur le Space Needle perçant les nuages gris. C'était la réception qui suivait les funérailles de ma grand-mère. L'ambiance dans la salle à manger privée n'était pas sombre. Elle était festive. La matriarche était morte, ce qui signifiait que les fonds fiduciaires allaient enfin être débloqués. J'étais assise tout au bout de la longue table en acajou, isolée comme une cousine éloignée dont on ne se souvenait pas d'avoir invité. Je portais une simple robe noire que j'avais achetée dans une friperie près de la base. Sans ornement, pratique. Autour de moi, mes proches étaient drapés de soie de créateur et de laine italienne. L'air était lourd du bruit de l'argenterie de prix cliquetant contre la porcelaine, et du bruit des bouchons de bouteilles de Chianti Classico millésimés qui sautaient. En bout de table, présidait Julian, mon cousin. 45 ans, portant un costume sur mesure qui coûtait plus cher que mon salaire annuel de militaire du rang. Il était en train de démanteler un homard thermidor, avec une sorte de précision chirurgicale agressive. Il a brisé une pince avec un casse-noix en argent, le bruit résonnant comme un coup de feu dans la pièce, et on a aspiré la chair avec un bruit humide et satisfait. « Passez-moi le beurre », a-t-il ordonné, sans regarder personne en particulier. Un serveur s'est précipité pour obéir. J'ai pris une gorgée de mon eau glacée. C'était la seule chose que je consommais. Je n'avais pas l'estomac pour leur nourriture, et je n'avais certainement pas l'estomac pour leur conversation. C'est une bénédiction, vraiment, a déclaré ma tante Linda, sa voix portant par-dessus le faible bourdonnement de la musique jazz. C'était la mère de Julian. Une femme dont le visage était tellement tiré par la chirurgie esthétique, qu'elle avait l'air en permanence surprise. Elle a fait tourner son verre de vin, en me regardant fixement. Maman devenait si fragile. Et honnêtement, c'est un soulagement qu'elle n'ait pas à voir. Certaines déceptions persistaient. La table s'est tue. Tous les regards se sont tournés vers moi. Oh, n'aie pas l'air si revêche, Dana, a continué Linda, en arborant un sourire aux dents blanchies. Nous sommes juste réalistes. Tu as 38 ans. Tu conduis un pick-up qui fait le bruit d'une tondeuse à gazon. Tu vis dans des casernes, ou n'importe quel trou dans lequel l'armée te met. Tu es mécanicienne, pour l'amour du ciel. Un cambouis. Ça a brisé le cœur de mère. De voir qu'une femme de la famille Roman finirait avec de la graisse sous les ongles, au lieu d'un diamant au doigt. Je sers mon pays, tante Linda, ai-je dit doucement. Mes mains étaient jointes sur mes genoux. Je pouvais sentir les callosités sur mes paumes. La peau rugueuse venue de la manipulation d'armes lourdes, et des escalades sur les crêtes afghanes. Tu répares des pneus crevés, l'a corrigé Julian, en pointant un morceau de homard trempé de beurre vers moi. Appelons un chat un chat. Tu es une travailleuse en col bleu, dans une dynastie de col blanc. Tu fais partie des domestiques. Je n'ai pas répondu. Cela n'en valait pas la peine. Ils voyaient le monde à travers le filtre de la valeur nette. Pour eux, mon service n'était pas un sacrifice. C'était un manque d'ambition. Les lourdes portes en chêne de la salle privée se sont ouvertes, et M. Henderson est entré. C'était l'avocat chargé de la succession de ma grand-mère. Un homme avec une colonne vertébrale en acier, qui avait été la seule personne dans la pièce qu'elle respectait réellement. Il portait une mallette en cuir. Je m'excuse pour l'interruption, a dit Henderson de sa voix grave. Mais conformément aux instructions de Madame Roman, le testament doit être lu immédiatement après la réception. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Le chagrin, le peu qu'il y en avait, s'est évaporé, remplacé par une tension affamée et prédatrice. Julian a essuyé sa bouche avec une serviette en lin et s'est penché en avant. C'était le moment qu'il attendait. Henderson a ouvert le dossier. Il a passé en revue les actions, les obligations, l'immobilier de Seattle. Comme on s'y attendait, la majeure partie des liquidités est allée à Linda et Julian. Ils ont souri d'un air suffisant, se tapant dans la main du regard. Ils dépensaient déjà l'argent dans leur tête. Et enfin, a dit Henderson, en ajustant ses lunettes. Concernant la propriété située dans les montagnes Rocheuses, au Colorado. La cabane, et les 16 hectares de terres boisées environnantes. Julian a redressé sa cravate. Bien, mettez juste ça sous le trust de développement. Non, a répondu Henderson.
Il a levé les yeux, son regard trouvant le mien au bout de la table. La cabane est léguée dans son intégralité à sa petite-fille, Dana Roman. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Il était plus lourd que la tempête de neige que j'affronterais 3 jours plus tard. « Pardon ?» Julien s'est levé, sa chaise raclant violemment contre le sol. « C'est une erreur. Grand-mère connaissait le plan. Cette terre est la pierre angulaire du projet de complexe hôtelier d'Aspen Ridge. Nous avons des investisseurs sur le coup. » Le texte est clair, a rétorqué Henderson. Il a lu, à Dana, la seule qui m'ait rendu visite sans me demander un chèque. La seule qui ait aimé les montagnes autant que moi. Puisse-t-elle y trouver la paix, que cette famille ne lui a jamais donnée. Cette vieille folle sénile, a hurlé Linda en claquant son verre de vin sur la table. Le vin a éclaboussé la nappe blanche, ressemblant à des taches de sang. Elle lui donne un bien immobilier de premier choix. À elle. Elle n'a même pas les moyens de se payer le vol pour y aller. Julien a marché le long de la table. Il se déplaçait comme un requin sentant le sang dans l'eau. Il s'est arrêté juste derrière ma chaise. Je pouvais sentir le vin dans son haleine, et l'odeur entêtante de son eau de Cologne hors de prix. « Écoute-moi bien, Dana, » a dit Julien, sa voix faussement amicale, masquant une rage profonde et bouillonnante. « Tu ne veux pas de cette cabane. C'est une ruine. Ce n'est que du bois pourri et des courants d'air. Et as-tu pensé aux taxes foncières dans ce comté? Elles vont te dévorer toutes crues. Tu gagnes quoi? 40 000 € par an. Tu n'as pas les moyens de posséder ce terrain ne serait-ce qu'un. Seul moi. J'ai regardé droit devant moi. Je me débrouillerai. Non, tu ne te débrouilleras pas, a cinglé Julien, abandonnant ses faux-semblants. Il s'est penché, posant ses 2 mains sur le dossier de ma chaise, m'enfermant. Voici ce qui va se passer. Tu vas me céder l'acte de propriété, tout de suite. Henderson a les papiers. En échange, parce que je suis un cousin généreux et que j'ai pitié de toi, je te donnerai 5 000 € en liquide. 5 000, ai-je répété. Le terrain vaut 2 millions. Pas pour toi, a sifflé Julien. Pour toi, c'est un fardeau. Pour toi, c'est la faillite. 5 000, c'est beaucoup d'argent pour un cambouis. Tu pourrais acheter une Honda d'occasion. Peut-être des vêtements qui n'ont pas l'air de sortir d'une poubelle. J'ai lentement repoussé ma chaise et je me suis levé. Je n'étais pas grande, mais je savais comment occuper l'espace. Je me suis tourné pour lui faire face. Il était plus doux que moi. Sa peau était lisse, dorlotée. Ses yeux étaient vides. Non, ai-je dit. Julien a ri, un aboiement sec. Non. Viens-tu vraiment de me dire non? Ce n'est pas à vendre, Julien. Ce n'est pas un complexe hôtelier. C'est la maison de grand-mère. C'est un souvenir. Quelque chose que tu ne peux pas monétiser. J'ai pris mon sac à main et me suis tourné pour partir. J'avais fait 3 pas, quand Julien a attrapé mon bras. C'était une erreur. Un réflexe s'est déclenché. Un réflexe de combat. Avant de pouvoir m'en empêcher, j'avais tordu mon bras, brisant sa prise. J'ai pénétré dans son espace personnel, déséquilibrant ses appuis. Je me suis retenu in extremis d'enfoncer mon coude dans sa gorge. Mais l'efficacité soudaine et violente du mouvement l'a fait reculer. Il a trébuché en arrière, son visage devenant d'un cramoisi profond et humilié. Toute la pièce regardait. Le millionnaire venait de se faire reculer par les domestiques. Il a réajusté sa veste, essayant de retrouver sa dignité, mais ses yeux étaient de pur venin. Il s'est de nouveau approché de moi, baissant la voix à un murmure pour que l'avocat n'entende pas. « Tu te crois dur parce que tu joues aux soldats ?» a-t-il sifflé, crachant des postillons. « Tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionne le monde réel, Dana. L'argent est la seule arme qui compte. Cette terre est à moi. Le complexe va se faire. Si tu ne vends pas, je t'enterrerai. Je t'écraserai comme une fourmi. » Est-ce une menace, Julien? C'est une promesse, a-t-il ricané, montrant ses dents blanchies. Tu es la honte du non-roman. Profite bien de la cabane pour le week-end. Ce sera le dernier. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu affaire à des membres de familles toxiques, qui pensent que leur compte en banque leur donne le droit de traiter les gens comme de la saleté. Si vous avez déjà été méprisé par votre propre chair et votre propre sang, ou si vous pensez que le respect se gagne et ne s'achète pas, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite.
Et commenter et pas à vendre ci-dessous, pour leur montrer que nous n'avons pas peur. Je suis sorti du restaurant et j'ai marché sous la pluie de Seattle. Je ne me suis pas retourné. Mais alors que je conduisais mon pick-up rouillé sur l'autoroute en direction de l'Est, vers les montagnes, je n'arrivais pas à me défaire de la sensation du regard de Julian perçant mon crâne. Il pensait pouvoir m'écraser avec des avocats et des dettes. Il pensait que je n'étais qu'une femme pauvre et têtue. Il ne savait pas qu'il s'apprêtait à réveiller un ours qui dort. Et 3 jours plus tard, quand le C4 a explosé, j'ai réalisé jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait. Le trajet de Seattle jusqu'aux Rocheuses du Colorado est une étendue de 1600 km sur LI 90 et LI 25, qui traverse la colonne vertébrale de l'Amérique. Pour la plupart des gens, c'est un trajet éreintant. Pour moi, ce fut la première fois que je pouvais respirer depuis des années. Mon Ford F-150 de 1998 tremblotait à chaque kilomètre, le chauffage soufflant de l'air sec et chaud dans l'habitacle pour repousser le froid glacial de l'hiver. Ce pick-up me ressemblait beaucoup. Cabossé, fort kilométrage, esthétiquement brut, mais il démarrait quand on tournait la clé. J'ai observé le paysage changer, de la bruine grise et étouffante du nord-ouest du Pacifique, aux vastes plaines ouvertes de l'Idaho. Et enfin, aux dents déchiquetées et couvertes de blanc des Rocheuses. Julian voyait cette terre comme un actif de portefeuille. Il voyait des mètres carrés, des lois de zonage, et un retour sur investissement potentiel pour ses investisseurs. Quand moi je regardais les montagnes, je ne voyais pas de l'argent. Je voyais une couverture. Je voyais des hauteurs. Je voyais le seul endroit restant où le bruit du monde ne pouvait pas m'atteindre. Dans l'armée, on appelle ça la décompression. Quand vous revenez d'un déploiement du bac à sable en Syrie, ou des vallées d'Afghanistan, vous ne pouvez pas juste appuyer sur un bouton et redevenir un civil. Vous ne pouvez pas passer de la traque de cibles de grande valeur au milieu de la nuit, à faire la queue dans un magasin bio pour débattre du prix du lait d'amande. Si vous essayez, vous craquez. Il vous faut un sas. Il vous faut un endroit pour laisser l'adrénaline se dissiper de votre système, avant qu'elle ne vous empoisonne. La cabane de grand-mère était ma chambre de décompression. Je suis arrivé alors que le soleil plongeait derrière les sommets, projetant de longues ombres violettes sur la neige profonde. La cabane était en pire état que dans mes souvenirs. Le porche avant s'affaissait comme une mâchoire cassée. Les fenêtres étaient couvertes par des années de crasse, et le toit avait perdu des bardeaux à cause des rudes vents d'hiver. Pour n'importe qui d'autre, c'était une ruine à raser. Pour moi, c'était une mission. Pendant les 48 heures qui ont suivi, je n'ai pas parlé à une seule âme. J'ai travaillé. Je me réveillais avec le soleil, buvais un café noir bouillant, et partais en guerre contre la pourriture. J'ai fendu corde après corde de bois, jusqu'à ce que mes épaules brûlent, et que mes paumes déjà rugueuses ne se couvrent d'ampoules puis durcissent. Je suis monté sur le toit pour colmater les fuites, luttant contre le vent mordant qui cinglait ma chemise en flanelle contre ma peau. J'ai récuré les sols à 4 pattes, jusqu'à ce que le grain du bois brille à travers la crasse. Il y a quelque chose de sacré dans le travail manuel, que les hommes comme Julian ne comprendront jamais. Julian n'a jamais eu une seule ampoule de toute sa vie. Il a des mains douces et manucurées, qui n'ont jamais fait que soulever des verres de vin et signer des chèques. Il paie d'autres hommes pour transpirer à sa place. Il pense que le pouvoir vient du statut. Il ne sait pas que la véritable propriété vient du fait de saigner dans la terre sur laquelle on se tient. Chaque clou que j'enfonçais dans le bois était un acte de réappropriation. Je ne faisais pas que réparer une maison. Je me reconstruisais moi-même. Mais le silence a cette capacité à faire remonter les choses que vous essayez d'enterrer. L'épuisement physique vous aide à dormir, mais il n'arrête pas les rêves. La deuxième nuit, le cauchemar est arrivé. Il commence toujours de la même façon. Je suis de retour dans la ruelle, à Alep. L'odeur me frappe en premier. Carburant diesel, corps non lavé, et l'odeur métallique du vieux sang. Je m'approche du point d'effraction. Mon équipe est en colonne derrière moi. Je donne le signal. Mais quand je défonce la porte, ce n'est pas une planque de terroristes. C'est la salle à manger de ma grand-mère. Et ils sont tous assis là, en train de rire de moi. Julian, tante Linda, mes parents. Ils rient. Leurs bouches grandes ouvertes et déformées. Et puis, les murs se dissolvent, et la roquette frappe. Je me suis réveillé en haletant, ma main volant instantanément vers le pistolet imaginaire sous mon oreiller. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau pris au piège.
Mes draps étaient trempés de sueur froide, malgré la température glaciale de la cabane non isolée. Il m'a fallu une bonne minute pour me repérer. Colorado. Tu es au Colorado. Tu es en sécurité. La menace est neutralisée. Je me suis assise et j'ai passé mes jambes par-dessus le bord du lit de camp. Le feu s'était consumé jusqu'à devenir des braises rougeoyantes. L'obscurité semblait lourde, se pressant contre moi. J'ai plongé la main dans mon sac tactique, et j'en ai sorti la petite boîte en velours que je gardais cachée au fond, enveloppée dans une paire de chaussettes en laine. Je l'ai ouverte. L'étoile de bronze, Bronze Star, brillait d'un éclat terne dans la faible lumière. Ce n'était pas pour un acte de bravoure lors d'une charge digne d'un film. C'était pour service méritoire en zone de combat. Pour avoir gardé mon équipe en vie, quand tout est parti en vrille. Ma famille me qualifie de raté, parce que je n'ai pas de bureau en angle au dernier étage. Ils ignorent que j'ai mérité cela, pendant qu'ils dormaient en sécurité dans leur lit. J'ai tracé le bord du métal avec mon pouce. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai murmuré les mots du psaume 23 dans la pièce vide. C'était le verset que ma grand-mère avait l'habitude de me lire. C'était le verset que j'avais chuchoté, quand les tirs de mortier avaient commencé à se rapprocher de notre position à Kandahar. J'ai réalisé il y a longtemps, que la vallée n'est pas seulement le champ de bataille. Parfois, la vallée, c'est votre propre maison. Parfois, le mal n'est pas un terroriste avec un AK-47. Ce sont les personnes qui partagent votre nom de famille. J'ai rangé la médaille. Je ne pouvais pas m'y attarder. Ressasser conduit à la spirale infernale. J'étais juste en train de poser une bouilloire sur le poêle à bois, quand mon téléphone satellite a vibré. Ce fut une intrusion numérique choquante dans mon sanctuaire. J'ai regardé l'écran. Mère. J'ai hésité. Mon pouce a plané au-dessus du bouton rouge. Je devrais l'ignorer. Mais le conditionnement est profond. On répond quand le commandement appelle. On répond quand la famille appelle. Allô, maman, ai-je dit, la voix éraillée par le sommeil et la fumée. Il n'y a pas eu de salutation. Pas de salut, ma chérie. Pas de es-tu bien arrivé. As-tu perdu la tête, Dana? Sa voix était aiguë, perçant le haut-parleur. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé mon front contre le mur en rondin rugueux. Bonjour à toi aussi. Ne joue pas au plus fin avec moi, a-t-elle cinglé. Je viens de raccrocher avec Linda. Elle est bouleversée. Julien est hors de lui. Comment oses-tu? Comment oses-tu embarrasser cette famille une fois de plus? Je n'ai rien fait, maman. J'ai juste accepté ce que grand-mère m'a laissé. Tu l'as volé, a-t-elle hurlé. Ce terrain appartient à la vision de Julien. Il construit quelque chose de magnifique. Il est la fierté de cette famille, Dana. Il est une réussite. Et toi, qu'es-tu? Tu joues à l'ermite dans une cabane pourrie, parce que tu es trop têtu pour admettre que tu es un échec. Un échec. J'ai répété ce mot, dont le goût rappelait la cendre. Est-ce que c'est ce que tu penses que je suis? Regarde-toi. Tu as 38 ans. Pas de mari, pas d'enfant, pas de carrière. De vraie carrière, pas ces bêtises dans l'armée. Tu n'as rien. Et maintenant, tu te mets en travers du chemin des gens qui contribuent réellement à ce monde. Tu es égoïste. Exactement comme tu l'étais quand tu t'es enfui pour t'engager. Je me suis engagé pour payer l'université, parce que vous refusiez de le faire, ai-je répondu, la voix ferme mais calme. Nous refusions de payer pour que tu étudies l'histoire de l'art. Nous investissons dans le succès. Julien est le succès. Toi. Tu es juste difficile. Tu as toujours été celle qui pose problème. Elle a pris une inspiration, et sa voix est descendue d'un ton, adoptant une intonation froide et autoritaire. Signe les papiers, Dana. Envoie l'acte de propriété à Julien. Arrête de nous humilier. Prends les 5000 € et fais réparer ton pick-up, Dieu sait que c'est une horreur. Est-ce que c'est tout, maman? Fais ce qu'il faut, pour une fois dans ta vie, a-t-elle lâché. La ligne a coupé. J'ai lentement abaissé le téléphone. Le silence de la cabane s'est engouffré à nouveau, mais il ne me paraissait plus paisible. Il semblait solitaire. Une solitude écrasante et absolue, qui vient du fait de réaliser que les personnes censées vous aimer inconditionnellement ont en réalité des conditions très spécifiques.
Je me suis dirigé vers le petit miroir fêlé accroché près du lavabo. J'ai regardé mon reflet. J'ai vu la fine cicatrice blanche qui courait le long de ma mâchoire. Le souvenir d'un éclat d'obus en Syrie. Cette cicatrice avait guéri il y a des années. Elle ne faisait plus mal. Mais la blessure invisible que ma mère venait de rouvrir, elle, saignait. Je me suis aspergé le visage d'eau froide. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont un gaspillage d'hydratation. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est endurci. Une porte en acier s'est refermée dans mon cœur. Très bien, ai-je murmuré à la pièce vide. Si vous voulez que je sois la méchante, je serai la méchante. Je l'ignorais à ce moment-là, mais j'aurais besoin de chaque once de cette dureté. Car cet appel téléphonique n'était que de la guerre psychologique. La guerre cinétique, elle, était sur le point de commencer. Et la prochaine fois que le téléphone sonnerait, ce ne serait pas ma mère. Ce serait la seule figure paternelle qu'il me restait. Je suis resté assise là pendant un long moment, à écouter le vent hurler contre les rondins de la cabane. Les mots de ma mère résonnaient encore dans la petite pièce, rebondissant sur les murs comme des balles qui ricochent. Échec. Honte. Inutile. C'est une chose étrange, de constater qu'on peut être à l'épreuve des balles sur un champ de bataille, mais fait de verre dans sa propre cuisine. J'ai reçu des éclats d'obus. J'ai subi des commotions cérébrales. J'ai porté le poids de décisions de vie ou de mort, qui auraient brisé la plupart des hommes. Mais un seul appel de la femme qui m'a mis au monde, et j'avais de nouveau 12 ans, caché dans le placard, souhaitant pouvoir disparaître. J'avais besoin de parler à quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui connaissait la Dana roman qui n'existait pas dans les albums photos de ma famille. J'ai atteint le fond de mon sac à dos tactique, et j'en ai sorti un lourd appareil noir muni d'une épaisse antenne. Ce n'était pas un smartphone standard. C'était un téléphone satellite Iridium 9555, crypté selon les normes militaires. C'était le seul moyen de communiquer de manière sécurisée depuis cette altitude isolée, en contournant les antennes relais locales que Julien surveillait probablement. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Il est passé par un serveur en Virginie, a rebondi sur le Pentagone, avant de finalement se connecter à une ligne privée dans un bureau à domicile à Arlington. Ça a sonné 2 fois. Cette ligne est sécurisée, a répondu une voix. Elle était profonde, rocailleuse, et sonnait comme du papier de verre frotté sur du béton. C'était une voix qui avait commandé des divisions en Irak, et négocié des traités à Bruxelles. Général, ai-je dit, la voix se brisant légèrement. Je me suis raclé la gorge et j'ai redressé le dos, un réflexe enraciné par 20 ans de service. C'est Dana. Il y a eu une pause. Et puis, la dureté dans la voix a fondu, remplacée par une chaleur que je n'avais jamais entendue chez mon propre père. Colonel Roman, a déclaré le général Higgins. Je me demandais quand vous alliez vous signaler. Comment se passent les vacances? Avez-vous réussi à arrêter de sauver le monde pendant 5 minutes, ou êtes-vous en train d'organiser les écureuils locaux en unité tactique? J'ai relâché un souffle que je ne savais pas retenir. Un petit sourire sincère a effleuré mes lèvres. J'essaie, monsieur. Mais les écureuils sont des recrues indisciplinées. Content d'entendre votre voix, gamine, a-t-il dit doucement. Et je ne dis pas gamine par manque de respect, colonel. Vous le savez. Je sais, monsieur. Le président a posé des questions sur vous ce matin, a poursuivi Higgins d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Nous étions dans la situation room, en train de briefer les retombées de l'opération au Yémen. Il voulait connaître le nom du commandant du JSOC sur le terrain. Qui a pris la décision d'annuler la frappe aérienne et d'y aller à pied pour sauver ses otages. Je lui ai dit que son nom était classifié, mais que c'était le meilleur officier que je n'ai jamais vu porter l'uniforme. J'ai fermé les yeux. Le meilleur officier. Ma mère venait de me traiter de cambouis. La dissonance cognitive était suffisante pour me donner une migraine. Merci, monsieur. Ça compte beaucoup. Il veut vous décerner la Distinguished Service Medal, Dana, a continué Higgins. Quand vous rentrerez à DC, il veut faire une cérémonie privée dans le bureau ovale. Pas de presse, évidemment. Juste les personnes qui savent. Il a dit que ce genre de courage moral est rare dans cette ville. Je ne faisais que mon travail, général. Et c'est exactement pour ça que vous êtes qui vous êtes. La ligne est devenue silencieuse un instant. Il me connaissait trop bien.
Il pouvait entendre l'hésitation dans mon silence. Dana, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne m'avez pas appelé sur une ligne sécurisée pour vous vanter d'une médaille dont vous ne voulez même pas. Que se passe-t-il là-bas? J'ai regardé autour de moi dans la cabane sombre et pleine de courants d'air. J'ai regardé mes mains rugueuses, ces mains que ma famille pensait n'être bonnes qu'à changer l'huile. Je suis fatigué, général, ai-je murmuré. Je suis juste fatigué. Ma famille. Ils font pression sur moi. Mon cousin Julien veut la terre. Ma mère m'a traité d'échec. Il me regarde, et il ne voit rien. Il voit une erreur. Il voit ce qu'ils sont capables de voir, Dana, a affirmé Higgins, la voix se raffermissant. Les petits esprits ne peuvent pas comprendre les grandes choses. Vous êtes un opérateur de niveau 1. Vous commandez les atouts les plus élitistes de l'armée américaine. Vous parlez 4 langues. Vous êtes titulaire d'un master en études stratégiques. Vous êtes un fantôme qui a traversé les murs pour assurer la sécurité de ce pays. S'ils pensent que vous êtes un échec, c'est une condamnation de leur intelligence, pas de votre valeur. Je sais, ai-je dit, grattant un fil lâche sur mon jean. Logiquement, je le sais. Mais ça fait toujours mal. Ça ne devrait pas, mais c'est le cas. Parce que vous êtes humaine, a dit doucement Higgins. La famille est la seule faiblesse que nous ne pouvons pas effacer par l'entraînement. C'est le talon d'Achille. Vous voulez leur approbation parce que c'est biologique. Mais écoutez-moi, Dana. Écoutez votre vieux commandant. J'écoute. Le sang vous rend apparenté, a-t-il dit. La loyauté fait de vous une famille. J'ai vu des hommes mourir pour vous, qui ne partageaient pas une goutte de votre ADN. Je vous ai vu risquer votre vie pour des étrangers. C'est ça, votre famille. Les gens dans ce restaurant à Seattle. Ce ne sont que des civils. Qui se trouvent partager un nom de famille. Ne les laissez pas compromettre votre intégrité. Julien m'a menacé, ai-je admis. Il a dit qu'il m'écraserait comme une fourmi. Il a dit que l'argent était la seule arme qui compte. J'ai entendu un petit rire bas et dangereux à l'autre bout du fil. C'était le son que le général Higgins faisait, avant d'autoriser une frappe aérienne. L'argent est une arme puissante, certes, a dit Higgins. Mais c'est une arme maladroite. Dana, vous souvenez-vous de votre prestation de serment, lorsque vous avez accepté votre commission d'officier? Vous souvenez-vous des mots? Oui, monsieur. Chaque mot. Récitez la première partie pour moi. J'ai pris une grande inspiration, fixant le feu mourant. Moi, Dana Roman, jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et domestiques. Stop, a ordonné Higgins. Répétez les 3 derniers mots. Étrangers et domestiques. Domestique, a souligné Higgins. Cela ne signifie pas seulement des terroristes fabriquant des bombes dans une cave. Cela signifie quiconque menace les droits, la sécurité, et le caractère sacré de la vie que vous avez construite. Un tyran est un tyran, Dana. Qu'il parle arabe dans une grotte ou anglais dans une salle de conseil. Si ce cousin vous menace, s'il utilise la peur et l'intimidation pour prendre ce qui est à vous, il a franchi une ligne. Vous n'êtes pas une victime civile ici? Colonel. Vous êtes un soldat sur le sol américain. Vous avez le droit de défendre votre position. Je ne veux pas leur faire de mal, monsieur. Vous ne le ferez pas, a dit Higgins. Vous êtes une professionnelle. Vous utilisez la force minimale nécessaire. Mais ne les laissez pas confondre votre retenue avec de la faiblesse. S'ils amènent une guerre à votre porte, vous la terminez. Vous me comprenez? Je comprends, monsieur. Bien. Maintenant, je vais demander à mon assistant de surveiller les communications locales dans ce comté. Si les choses dégénèrent, vous m'appelez. Je peux avoir un blackout de Fort Carson sur votre pelouse en 40 minutes. Je pense que je peux gérer Julien, monsieur. Ce n'est qu'une brute en costume. Les brutes en costume embauchent des hommes armés, Dana. Surveillez vos arrières. Je le fais toujours. J'étais sur le point de lui dire au revoir, de le remercier d'être le père que le mien n'avait jamais été, quand je l'ai entendu. C'était faible au début. À peine audible par-dessus le vent. Un gémissement grave et aigu, comme un moustique, mais mécanique, constant, rythmé. J'ai relevé la tête d'un coup.
J'ai regardé vers la fenêtre. Le son devenait plus fort. Dana. La voix de Higgins s'est aiguisée instantanément. Il avait entendu le changement dans ma respiration. Qu'y a-t-il? Ne quittez pas, ai-je dit, en me déplaçant rapidement vers la fenêtre. Je suis resté sur le côté du cadre, scrutant l'obscurité. Là, planant juste au-delà de la lumière du porche, se trouvait un œil rouge clignotant. Un drone. Un quadricoptère. Du matériel grand public haut de gamme, équipé d'une caméra. Il regardait droit dans la cabane. J'ai un visuel sur un drone, ai-je dit, ma voix changeant. La tristesse avait disparu. La fille blessée avait disparu. Le colonel était de retour. Modèle de surveillance par petit système d'aéronefs sans pilote, UAS. Quelqu'un surveille la cabane. Est-ce autorisé, a demandé Higgins. Négatif. Il jette un œil par mes fenêtres, monsieur. Vous avez le feu vert pour engager, colonel. Sécurisez votre périmètre. Bien reçu, ai-je dit. Général, je dois vous laisser. J'ai des invités non conviés. Faites-leur vivre l'enfer, Dana. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone satellite sur la table. La lueur chaleureuse de la conversation s'est évanouie instantanément, remplacée par la clarté d'un bleu glacial du combat. Julian ne se contentait plus de menacer d'action en justice. Il effectuait des reconnaissances. Il m'observait. Je me suis dirigé vers le coin de la pièce, et j'ai ramassé le fusil à pompe Remington 870 que je gardais près de la porte. J'ai actionné la pompe. Le son était fort, agressif, et définitif. Ma mère pensait que j'étais inutile. Julian pensait que j'étais faible. Ils allaient découvrir qu'ils avaient sévèrement sous-estimé la femme vivant dans les bois. Les vacances étaient terminées. L'opération venait juste de commencer. En bas, au pied de la montagne, là où la route de Comté passait de l'asphalte pavé au gravier traître, une Porsche Cayenne turbo noire était à l'arrêt, moteur tournant. Le moteur ronronnait avec un grondement sourd et coûteux, envoyant des panaches de fumée blanche dans l'air glacial de la nuit. À l'intérieur, la climatisation était réglée sur un 22 degrés Celsius tropical. Des sièges en cuir chauffant enveloppaient le conducteur comme un gant chaud. Julian Roman prit une gorgée de cognac depuis une flasque de voyage en argent. Il détestait la nature. Il détestait le froid. Il détestait le fait que ses mocassins italiens reposent actuellement sur un tapis de sol en caoutchouc taché de boue. Mais par-dessus tout, il détestait sa cousine Dana. Il a ajusté l'iPad fixé sur le tableau de bord. L'écran affichait un flux de vision nocturne granuleux, provenant du drone J-Mavic, qui planait à 90 mètres au-dessus de la cabane. Que le spectacle commence, a marmonné Julian. Il ne se contentait pas de regarder. Il diffusait l'image. Il avait lancé un appel de groupe privé sur FaceTime avec la famille restée à Seattle. Vous la voyez, a demandé la voix de tante Linda à travers le système audio surround de la voiture. Mon Dieu, on dirait un tas de bois de chauffage. C'est bien ça, maman, a dit Julian, en zoomant sur les fenêtres sombres de la cabane. Et à l'intérieur, se trouve la reine de la dynastie Roman, qui mange probablement des haricots en boîte. Débarrasse-toi d'elle, Julian, est intervenue la voix de son père. Les investisseurs s'impatientent. Nous devons poser la première pierre au printemps. Si elle fait traîner ça avec le tribunal des successions, nous perdons notre créneau. Ne t'inquiète pas, papa. Julian a souri en coin, tapotant l'écran pour manœuvrer le drone plus près du Porsche. J'ai engagé les meilleurs. L'équipe de VIP se positionne dans les bois, en ce moment même. Mais d'abord, je veux m'amuser un peu. Je veux la voir se tortiller. Il a tapé un message sur son téléphone. Il voulait documenter tout cela. Il voulait qu'elle sache exactement qui l'avait battu. Là-haut dans la cabane, le son du drone était comme une perceuse s'enfonçant dans ma tempe. C'était le son du champ de bataille moderne. En Syrie, ce son signifiait généralement que vous aviez environ 10 secondes pour trouver un abri, avant qu'un missile Hellfire ne transforme votre zone en cratère. Ici, dans la nature sauvage du Colorado, cela signifiait autre chose. Cela signifiait du harcèlement. Je me tenais dans l'ombre de la cuisine, loin des fenêtres. Mon fusil à pompe tactique Remington 870 était entre mes mains. Ce n'était pas un instrument de précision, comme le fusil de sniper. C'était un outil de force brute. Un calibre 12 à pompe,
chargé de chevrotine numéro 4. Mon téléphone a vibré sur la table. L'écran a illuminé la pièce sombre d'une lueur bleue et dure. Expéditeur, Julian. Horodatage, 23h42. Je l'ai pris. Le message était long, décousu, et dégoulinait de ce genre de confiance qui ne vient qu'aux hommes qui n'ont jamais reçu un coup de poing dans la figure. Je te donne 1 heure, Dana. Ramasse tes poubelles et pars. Si tu n'es pas parti d'ici minuit. Cette cabane va prendre feu. Le vieux bois brûle vite. J'ai déjà parlé au shérif. Il sait qu'il doit regarder ailleurs. Il pense que ce n'est qu'un tragique accident qui ne demande qu'à se produire. Ne joue pas les héros. Sois intelligente. Prends les 5000 et retourne au garage. J'ai fixé le texto. Il ne se contentait plus de menacer de m'expulser. Il menaçait d'incendie criminel, et admettait une corruption. Il documentait ses propres crimes, parce qu'il croyait vraiment que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il pensait que la loi était quelque chose que les pauvres devaient respecter, tandis que les riches payaient simplement pour la contourner. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Une partie de moi, la partie civile, la partie cousine voulait le supplier. Je voulais lui demander pourquoi il me détestait tant. Je voulais lui demander pourquoi l'argent valait plus que le sang. Mais le colonel ne suppliait pas. Le colonel évaluait les menaces, et les neutralisait. Je devais lui donner une chance. Pas pour lui, mais pour moi. Les règles d'engagement, RE, sont sacrées. Vous ne tirez pas avant d'avoir épuisé toutes les options non létales. Vous devez occuper le sommet de la hiérarchie morale, avant de prendre l'avantage tactique. J'ai tapé une réponse. Courte. Précise. Militaire. À Julian. Julian, ceci est ton unique avertissement. Tu mènes une opération de surveillance illégale et menace d'actes de terrorisme domestique. Vérifie tes RE. Si tes hommes franchissent mon périmètre, je le considérerai comme un acte hostile. Et je répondrai en conséquence. Retire ton équipe. Ne laisse pas l'avidité causer la mort de ces gens. J'ai appuyé sur envoyer. En bas, dans la Porsche, Julian a lu le texto et a éclaté de rire. Il a ri si fort, qu'il a renversé une goutte de cognac sur sa cravate en soie. Qu'est-ce qu'elle a dit, a demandé Linda via les haut-parleurs. Elle parle de héros et d'actes hostiles, a haleté Julian, en essuyant des larmes de ses yeux. Elle se croit dans un film de Tom Clancy. Vérifie tes RE. Mon Dieu, elle est tellement pathétique. Elle pense vraiment qu'elle peut me faire peur, avec son jargon de l'armée. Elle bluffe, a dit son père d'un ton dédaigneux. C'est une mécanicienne, Julian. Elle répare des invés. Elle est probablement terrée sous le lit en ce moment. Tu as raison, a affirmé Julian, le visage se durcissant. J'ai fini de jouer. Elle veut un acte hostile? Je vais lui donner un acte hostile. Il a changé d'application, passant sur un canal radio sécurisé, connecté aux oreillettes des mercenaires qui attendaient dans la lisière des bois. Vipé, ici Cartor, a dit Julian. Feu vert. Je la veux dehors maintenant. Si vous devez faire sauter la porte d'entrée de ces gonds pour lui faire pisser de peur, faites-le. Juste. Ne la tuez pas. Je ne veux pas de la paperasse. Mais assurez-vous qu'elle ne veuille plus jamais revenir au Colorado. Bien reçu, Cartor, a grésillé la voix de Vipé en retour. Effraction dans 3 minutes. Julian s'est adossé à son siège chauffant, un sourire cruel aux lèvres. Il a tapoté à nouveau les commandes du drone, faisant baisser l'altitude. Souris à la caméra, Dana. J'ai vu l'œil rouge du drone descendre. Il a émergé de la lisière des arbres, se positionnant juste devant la grande baille vitrée principale. Il était proche, maintenant. Trop proche. Il scrutait l'intérieur de mon sanctuaire, violant le seul espace sur qu'il me restait au monde. Julian avait fait son choix. Il avait ignoré l'avertissement. Il avait pris la clémence pour de la faiblesse. Dans l'armée, nous avons un dicton, joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas caché. J'ai marché calmement jusqu'à la porte d'entrée, et j'ai déverrouillé le pen dormant. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je l'ai juste déverrouillée. Je voulais qu'ils entrent. Mais d'abord, je devais aveugler l'œil dans le ciel. Je me suis déplacé vers la fenêtre. Le drone était là,
bourdonnant avec colère, l'objectif de la caméra fixé sur moi. J'ai regardé droit dans l'objectif. Je voulais que Julien voie mon visage. Je voulais qu'il voie que je ne pleurais pas. Que je ne tremblais pas. J'ai levé le Remington 870. Le mécanisme à pompe a fait un son universel. Tchic-clac. Sur son écran, en bas dans la vallée, Julien a dû voir le canon se lever. Il a dû voir le trou noir du canon. Il a probablement eu une demi-seconde pour hurler. J'ai appuyé sur la détente. Boum. Le rugissement du fusil à pompe a été assourdissant dans la petite cabane. La vitre s'est brisée vers l'extérieur, se mélangeant aux nuages de plomb. Le drone ne s'est pas juste cassé. Il s'est évaporé. Une seconde, c'était un équipement de surveillance high-tech d'une valeur de 2000 €. La seconde suivante, ce n'était plus qu'un nuage de shrapnel en plastique et de fils étincelants, pleuvant dans la neige. J'ai pompé le fusil à nouveau, éjectant la cartouche vide. Elle a touché le sol avec un sifflement fumant. Le bourdonnement s'est arrêté. Le silence de la montagne est revenu, mais maintenant, il était différent. C'était le silence d'un champ de bataille après le premier tir. La phase diplomatique était terminée. La phase cinétique avait commencé. J'ai regardé dans l'obscurité, au-delà des restes fumants du drone. Je savais qu'ils étaient là, Vipé et son équipe. Ils avaient entendu le tir. Ils savaient que j'étais armé. Mais ils ne savaient pas qui j'étais. Pas encore. Je me suis détourné de la fenêtre brisée, et je suis retourné à mon fauteuil. J'ai repris ma tasse de café. Il était encore chaud. Entrez, les garçons, ai-je murmuré à la pièce vide. Bienvenue dans la maison des horreurs. En bas dans la vallée, l'écran de Julien est devenu noir. Mais ici haut, la nuit ne faisait que commencer. Le silence qui a suivi le tir de fusil de chasse n'était pas vide. Il était lourd. C'était le genre de silence qui hurle à la violence imminente. Dehors, le vent fouettait la neige dans une frénésie. Mais à l'intérieur de la cabane, l'air était immobile. L'odeur de poudre flottait dans le salon, aiguë et métallique, masquant l'odeur du vieux pain et de la poussière. Je n'ai pas rechargé immédiatement. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement combien de temps j'avais. Ils allaient être désorientés pendant environ 30 secondes. Puis, ils allaient faire un point radio. Ensuite, ils allaient se mettre en colère. Et enfin, ils allaient donner l'assaut. Je me suis éloigné de la fenêtre brisée, marchant légèrement sur la pointe des pieds, mes bottes ne faisant aucun bruit sur le parquet. J'ai plongé la main dans mon sac tactique et j'en ai sorti un appareil monoculaire. Un scanner d'imagerie thermique Fleur Breach PTQ 136. Je n'ai pas allumé les lumières. L'obscurité était désormais mon allié. J'ai pressé l'appareil contre mon œil droit, et j'ai scanné la lisière des arbres à travers la vitre brisée. Le monde s'est transformé en un spectre de niveaux de gris, et de blanc éclatant. Ils étaient là. 12 signatures thermiques. 12 fantômes d'un blanc brûlant, se détachant du fond noir et glacial de la forêt. Ils étaient regroupés en 2 équipes de tir, avançant dans un schéma de couverture alterné. Ils ne se déplaçaient pas comme des amateurs. Ils gardaient leur distance, vérifiaient leur secteur. Julien n'avait pas seulement embauché des voyous locaux. Il avait embauché des sous-traitants militaires privés. J'ai zoomé. Je pouvais voir la chaleur se dégager des canons de leurs fusils. Je pouvais voir les contours de leurs porte-plaques et de leurs casques balistiques. Ce n'était plus un litige civil. Ce n'était pas un désaccord entre propriétaires et locataires. C'était une force paramilitaire armée, manœuvrant sur le sol américain, contre une citoyenne américaine. Mon rythme cardiaque a ralenti. Ma respiration est devenue superficielle et rythmée. La peur que j'avais ressentie plus tôt, la peur du jugement de ma mère, la peur de perdre l'héritage de ma grand-mère s'est évaporée. À sa place, une logique froide et cristalline a pris le relais. J'ai attrapé le téléphone satellite à nouveau. J'ai appuyé sur la touche de rappel. Higgins, a répondu le général dès la première sonnerie. Sa voix était tendue. Il savait. Monsieur, ai-je dit d'une voix plate. J'ai une confirmation visuelle. 12 cibles hostiles, lourdement armées, portant des gilets pare-balles et équipées de carabines de style militaire. Ils manœuvrent pour une effraction. Il s'agit d'un assaut coordonné. S'agit-il des forces de l'ordre, a demandé Higgins,
bien que nous connaissions tous les deux la réponse. Négatif. Pas d'insigne, pas de sirène, aucune annonce d'autorité. Ce sont des mercenaires de Black Tusk, opérant sous contrat privé. Monsieur, c'est une situation code rouge. Il y a eu une pause sur la ligne. Je pouvais entendre le général taper furieusement sur un clavier, à Arlington. Dana, a dit Higgins, sa voix baissant d'une octave, devenant la voix de l'homme qui détenait l'autorité de la branche exécutive. Vous êtes un atout de niveau 1. Vous êtes un dépôt de renseignements d'état top secret. Si vous êtes capturé, la sécurité nationale est compromise. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Je n'ai aucune intention d'être capturé, monsieur. Bien. Parce que je suis en train d'examiner le cadre juridique, en ce moment même. En attaquant un officier supérieur des forces armées des États-Unis avec une intention létale. Ces hommes se sont classifiés comme des combattants nationaux. Ils ne sont plus des citoyens avec des droits. Ils sont des menaces pour la Constitution. J'ai attendu. J'avais besoin d'entendre les mots. J'avais besoin de l'autorisation. Non pas parce que je ne pouvais pas le faire sans permission. Mais parce que je suis un soldat, et que les soldats suivent les ordres. Colonel Roman, a déclaré Higgins, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Vous êtes autorisé à défendre votre position. Vous êtes autorisé à neutraliser la menace. Tir libre. Je répète, tir libre. Si vous avez déjà ressenti la satisfaction d'être enfin autorisé à retirer vos gants, et à riposter face à un harceleur, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite, et commentez et tir libre ci-dessous. Montrons-leur ce qui arrive, quand on pousse quelqu'un de bien trop loin. Tir libre, ai-je répété. Ces mots ont été comme un lourd poids soulevé de ma poitrine. Bien reçu, monsieur. Je déploie une QRF, Quick Reaction Force, depuis Fort Carson, a ajouté Higgins. Les hélicos décollent maintenant. Heure d'arrivée estimée, 40 minutes. Pouvez-vous tenir jusque-là? J'ai regardé les signatures thermiques, qui s'approchaient de mon Porsche. J'ai regardé les pièges que je n'avais pas encore posés. J'ai regardé le terrain que je connaissais comme ma poche. 40 minutes. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Monsieur, dans 40 minutes, vous n'aurez pas besoin d'une force de réaction. Vous n'aurez besoin que d'une équipe de nettoyage. Bonne chance, Dana. Terminé. J'ai reposé le téléphone. J'avais 40 minutes. La plupart des gens, confrontés à 12 tueurs armés venant chercher leur vie, paniqueraient. Ils se précipiteraient pour trouver une cachette. Ils hyperventileraient. Ils prieraient. Je suis entré dans la cuisine. J'ai pris la vieille bouilloire cabossée, que ma grand-mère avait utilisée pendant 30 ans. Je l'ai remplie d'eau au robinet. J'ai gratté une allumette, et j'ai allumé le brûleur à gaz sur la cuisinière. J'ai posé la bouilloire, et j'ai regardé la flamme bleue lécher le fond en métal. J'ai plongé la main dans le placard, et j'ai sorti une boîte de thé noir. J'ai mis un sachet dans mon mug préféré. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la guerre psychologique. C'était la philosophie de Jocko Willink rendue manifeste. Mauvaise situation. Tant mieux. Ils ont plus d'hommes. Tant mieux. Plus de cibles à toucher. Ils ont un meilleur équipement. Tant mieux. Je pourrai le récupérer sur leur corps quand j'aurai fini. Ils pensent que je suis faible. Tant mieux. La surprise est le multiplicateur de force ultime. Je n'allais pas me précipiter. La précipitation conduit aux erreurs. La précipitation fait du bruit. J'avais le temps. La neige était profonde, et ils avançaient prudemment, s'attendant à des pièges. Ils avaient raison de s'y attendre. La bouilloire a commencé à siffler. Une tonalité douce et montante, qui a tranché à travers le silence. J'ai versé l'eau. La vapeur s'est élevée, sentant le réconfort et la civilisation. J'ai pris une gorgée. Elle était brûlante, me brûlant la langue, m'ancrant dans le moment présent. Julian voulait une guerre. Il voulait jouer aux soldats. Il pensait que faire un chèque à une compagnie de mercenaires le rendait puissant. Il ne comprenait pas que faire des chèques ne vous apprend pas comment arrêter une hémorragie. Cela ne vous apprend pas comment vous déplacer dans le noir, sans perturber une seule molécule d'air. Cela ne vous apprend pas comment tuer sans haine, simplement parce que c'est la tâche nécessaire à accomplir.
J'ai posé le thé sur le comptoir. J'ai retroussé les manches de ma chemise en flanelle, révélant les cicatrices sur mes avant-bras. D'accord, Julian, ai-je murmuré, mes yeux s'ajustant à l'obscurité du couloir. Tu as payé pour l'expérience complète. Maintenant, tu vas la voir. Je n'ai pas mis de gilet pare-balles. L'armure vous ralentit. L'armure vous fait vous sentir en sécurité, et se sentir en sécurité vous fait tuer. J'avais besoin de vitesse. J'avais besoin de violence dans l'action. J'ai marché vers le placard près de la porte arrière. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait ni balai, ni aspirateur. À l'intérieur se trouvait une caisse Pélican, que j'avais enterrée sous une pile de vieilles couvertures. J'ai fait sauter les loquets. À l'intérieur, reposait mon pistolet mitrailleur MP7. Compact, silencieux, d'une efficacité mortelle. Et à côté, une cartouchière de grenade flashbang. J'ai pris le MP7. Il me semblait léger dans mes mains, comme un jouet. Mais je savais qu'il pouvait transpercer un casque en Kevlar à près de 200 mètres. J'ai vérifié le chargeur. Plein. J'ai passé l'arme en bandoulière sur mon épaule, et j'ai attrapé les flashbangs. Le scanner thermique montrait que la première équipe n'était plus qu'à 18 mètres du porche. Ils se regroupaient sur la porte que j'avais déjà fait sauter. Ils murmuraient des ordres dans leur radio. Ils marchaient droit dans un entonnoir mortel. J'ai pris une dernière gorgée de thé. Bienvenue dans les Rocheuses, messieurs, ai-je dit. Je me suis glissé dans l'ombre, fusionnant avec l'obscurité. Je n'étais plus Dana Roman la cousine pauvre. Je n'étais plus la déception. Je n'étais plus la mécanicienne. J'étais le prédateur alpha. Et l'heure du repas venait tout juste de commencer. 40 minutes, c'est une vie entière en termes tactiques. En 40 minutes, des gouvernements peuvent tomber, des traités peuvent être signés, et des vies peuvent être anéanties. Mais pour un opérateur de niveau 1, 40 minutes, c'est tout autre chose. C'est un luxe. C'est assez de temps pour transformer un champ de bataille en abattoir. Je me suis déplacé avec l'économie de mouvement qui m'avait été inculquée à Fort Bragg. La panique est une énergie gaspillée. Chaque pas que je faisais dans cette cabane était calculé. Je ne courais pas partout comme une victime frénétique dans un film d'horreur. Je me déplaçais comme un mécanicien entrant dans un atelier. D'abord, je suis allé dans le vestibule, où je gardais mon sac à dos et mon kit d'urgence pour la route. J'en ai sorti un paquet de fusées de détresse Orion. Le modèle ultra résistant, utilisé par les camionneurs lors des carambolages sur l'autoroute. Elles brûlent à plus de 1000 degrés Celsius, et produisent une lumière rouge aveuglante et crépitante qui brûle la rétine. Je les ai portées jusqu'à l'îlot de la cuisine. Je n'allais pas utiliser d'explosifs létaux. Le général Higgins m'avait autorisé le tir libre, mais mon code personnel, et la réalité tactique de la situation, dictaient autre chose. Tuer 12 hommes crée un désordre que même le président ne peut pas nettoyer facilement. Mais les briser. Les terrifier jusqu'à ce qu'ils urinent dans leurs pantalons. Ça envoie un message qui dure plus longtemps qu'un enterrement. J'ai ouvert le garde-manger. Ma grand-mère était une femme de l'époque de la Grande Dépression. Elle ne jetait jamais rien. Les étagères étaient tapissées de bocaux en verre maçonne, vides et attendant la confiture de fraises de la saison prochaine. J'en ai attrapé 4. Ensuite, vint la farine et le sucre. Pour un civil, ce sont des ingrédients de pâtisserie. Pour un ingénieur de combat, ce sont des combustibles particulaires. Lorsqu'elle est dispersée dans l'air et enflammée, la fine poussière de farine crée une combustion rapide. Une explosion de poussière. Je n'essayais pas de faire sauter le toit, mais je voulais un flash. Je voulais du bruit. Je voulais créer un effet de choc et de stupeur, avec un budget limité. J'ai travaillé rapidement. J'ai utilisé du ruban adhésif, le bon vieux ruban adhésif gris argenté qu'on trouve dans toutes les boîtes à outils américaines, pour attacher 3 fusées de détresse ensemble. J'ai retiré les capuchons de sécurité. J'ai bricolé un déclencheur à fil de traction simple, en utilisant du fil de pêche à haute tension que j'ai trouvé dans la boîte à pêche de grand-père. J'ai placé le faisceau de fusée à l'intérieur du bocal maçon. Je l'ai rempli à ras-bord d'un mélange de farine et de copeaux de magnésium, que j'ai gratté sur un bloc allume-feu. C'était rudimentaire. C'était laid. C'était une grenade assourdissante improvisée, qui donnerait une crise cardiaque à un inspecteur de la sécurité au travail. Mais ça allait marcher.
J'ai placé les bocaux à des points stratégiques. Un près de la porte arrière, un dans le couloir, et deux juste à l'intérieur de l'entrée principale, collés sous les lattes du plancher, là où le bois avait pourri. Cachés à la vue, mais prêts à être déclenchés par un fil piège tendu à travers le seuil. Construction des pièges, terminée. Temps écoulé, 12 minutes. Prochaine étape, le contrôle de l'environnement. J'ai descendu les escaliers en bois grinçant, jusqu'au sous-sol. L'air y était moite, sentant la terre humide et le vieux carton. Le tableau électrique était fixé sur le mur du fond, une sentinelle de métal gris qui bourdonnait d'électricité. Je l'ai regardé. Ce boîtier était le cœur de la cabane. Il alimentait le réfrigérateur, le chauffage, les lampes qui faisaient de cet endroit un foyer. Julian et ses hommes s'attendraient à une maison chauffée et éclairée. Ils s'attendraient à regarder par les fenêtres, et à me voir recroquevillé dans un coin. J'ai levé la main et j'ai attrapé l'interrupteur général. Extinction des feux, ai-je murmuré. J'ai abaissé la manette d'un coup sec. Bing. Le bourdonnement est mort instantanément. Le compresseur du réfrigérateur a tremblé et s'est arrêté. La veilleuse du chauffe-eau s'est éteinte. La cabane au-dessus de moi a plongé dans une obscurité absolue et étouffante. Maintenant, l'avantage était mien. J'ai remonté les escaliers, en me guidant de mémoire. Je n'avais pas besoin de lumière. Je connaissais chaque nœud dans le bois, chaque clou mal fixé, chaque planche qui grince. Cette maison était dans mon sang. Je suis retourné dans le salon et j'ai plongé la main dans ma caisse Pélican. J'en ai sorti ma dernière pièce d'équipement, un ensemble de lunettes de vision nocturne panoramique L3 Harris GPNVG E18. Ce n'étaient pas les monoculaires bon marché teintés de vert, que vous achetez dans un magasin de surplus. Il s'agissait de 4 tubes, m'offrant un champ de vision de 97 degrés. Ils transformaient la pièce d'un noir absolu, en une lumière du jour d'un phosphore blanc éclatant. Je les ai fixés et je les ai abaissés sur mes yeux. Un léger sifflement électronique a rempli mes oreilles, lorsque les tubes se sont mis sous tension. La pièce a explosé de clarté. Je pouvais voir les particules de poussière danser dans l'air. Je pouvais voir le grain du bois sur la table. Pour Vipé et ses hommes à l'extérieur, la cabane était un vide noir. Un monstre terrifiant, attendant de les avaler. Pour moi, c'était une scène brillamment éclairée. J'ai ramassé mon MP7 et je me suis dirigé vers le fauteuil face à la porte d'entrée. La porte que j'avais déjà fait exploser, et qui pendait désormais par une seule charnière, se balançant légèrement dans le vent. En termes tactiques, cet endroit est appelé l'entonnoir mortel. C'est le cône de la mort, où les balles convergent naturellement lorsqu'on entre dans une pièce. Habituellement, on évite de s'asseoir ici. Mais ce soir, je voulais être vu. Je voulais être la première chose qu'ils verraient, lorsqu'ils allumeraient leur lampe torchée. Je me suis assise. J'ai croisé les jambes. J'ai posé le pistolet mitrailleur avec silencieux sur mes genoux. Mon doigt s'est aligné le long de la carcasse de l'arme. Pas sur la détente. J'ai vérifié ma montre. 28 minutes restantes, avant l'arrivée de la QRF. Les mercenaires étaient en avance. Je suis resté assise dans le silence, et mon esprit a dérivé en arrière. Pas vers la guerre, mais vers un dîner de Noël d'il y a 5 ans. Je me suis souvenu d'avoir été assise à la table des enfants, même si j'avais 33 ans, parce qu'il n'y avait pas assez de place à la table principale pour les personnes non en couple. Mon père était passé à côté en tenant un whisky, et avait regardé mon uniforme accroché au porte-manteau. Tu sais, Dana, avait-il dit, la voix légèrement pâteuse. Julian vient de conclure un accord de 40 millions d'euros. Il construit des gratte-ciel. Il bâtit un héritage. Toi, que construis-tu? Tu te contentes de réparer les choses que les autres cassent. Que as-tu réellement gagné dans ta vie? À part un dos en compote et un syndrome de stress post-traumatique? Je ne lui avais pas répondu, alors. J'avais juste fixé ma purée, sentant la honte brûler mes joues. Que ai-je gagné? J'ai regardé autour de moi dans la cabane sombre, la voyant à travers la lentille high-tech de mes lunettes. J'ai gagné la capacité de ralentir mon rythme cardiaque à 45 battements par minute, pendant que 12 hommes me traquent. J'ai acquis la connaissance de la façon de transformer un pot de confiture et une fusée de détresse, en une arme de désorientation massive. J'ai gagné la compétence de m'asseoir dans le noir, et de ne pas avoir peur des monstres. Parce que je sais que c'est moi, la chose qui fait peur dans la nuit.
Julien avait acheté son pouvoir. Il avait hérité de sa sécurité. Mais la sécurité est une illusion. Quand les lumières s'éteignent. Quand la police ne vient pas. Quand les lois de la civilisation s'effondrent. La valeur nette ne signifie plus rien. La seule monnaie qui compte, c'est la survie. Et dans cette économie, je suis la femme la plus riche du monde. Crunch. Le son était subtil, à peine audible par-dessus le vent. Mais l'amplification électronique de mon casque l'a capté instantanément. De la neige qui se comprime sous une lourde botte. Crunch, crunch. Ils étaient sur le porche. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'ai observé les signatures thermiques à travers l'embrasure ouverte de la porte. 2 hommes, puis 4. Ils se sont regroupés de chaque côté du cadre, se déplaçant avec une discipline acquise par la pratique. Ils avaient leurs fusils levés, les lasers transperçant la neige tourbillonnante. J'ai vu le signal de la main de Vipé, effraction. L'un des hommes a tendu le bras, et a poussé la porte brisée pour l'ouvrir en grand. Elle a grincé bruyamment. Un son semblable à l'ouverture d'un couvercle de cercueil. Un faisceau de lumière blanche aveuglante, provenant d'une lampe torche montée sur un fusil, a balayé la pièce, balayant de gauche à droite. Il a illuminé la poussière, les débris, la cheminée vide, et puis, le faisceau m'a frappé. J'étais assise là dans la chaise, les 4 lentilles de mes lunettes de vision nocturne ressemblant aux yeux d'une araignée géante, luisant faiblement. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas levé mon arme. Je suis juste resté là, encadré dans leur lumière, ressemblant à un démon attendant sur un trône d'ombre. L'homme de tête s'est figé. La lumière a vacillé. Contact de front, a-t-il chuchoté, sa voix tremblant légèrement. Salon. Un individu, dans le fauteuil. Prenez le tir. La voix de Vipé a sifflé dans leurs oreillettes, assez fort pour que mon oui amplifié puisse la capter. Mais ils n'ont pas tiré. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, dans la partie reptilienne de leur cerveau, ils savaient. On n'entre pas dans une pièce sombre, pour y trouver une femme assise calmement dans une chaise, à moins qu'elle n'ait déjà gagné. J'ai souri sous mes lunettes. Vous avez apporté l'avis d'expulsion, les garçons, ai-je demandé doucement. Et puis, d'un coup de pouce, j'ai tiré sur le fil de pêche scotché à la coudoir de la chaise. Clic, le piège près de la porte s'est enflammé. La retraite n'a pas été ordonnée. En termes militaires, c'était une déroute. En bas, au pied de l'allée de gravier, Julien Roman a regardé à travers le pare-brise de sa Porsche. Il a vu l'équipe tactique, pour laquelle il avait payé 50 000 €, sortir en titubant des bois enfumés. Ils ne se déplaçaient plus avec la précision dont ils avaient fait preuve 10 minutes plus tôt. Ils sprintaient, glissaient sur la glace, regardant par-dessus leur épaule comme si le diable en personne leur mordait les talons. Julien a froncé les sourcils, abaissant son iPad. Le flux du drone avait coupé quelques minutes plus tôt, le laissant aveugle. Mais il s'attendait à voir Dana être traînée dehors avec des menottes, ou au moins en train de pleurer sur le porche. Au lieu de cela, il voyait ces mercenaires d'élite ressemblant à des enfants terrifiés. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» a-t-il marmonné, en ouvrant la porte de la Porsche. Le vent glacial l'a frappé instantanément, mordant à travers son costume en laine italienne. Mais sa colère était plus ardente que le froid. Il est sorti dans la neige, ses mocassins hors de prix s'enfonçant dans la gadoue. Vipé, le chef d'équipe, a atteint le bas de la colline le premier. Il haletait, le visage maculé de suie, les yeux écarquillés et affolés. Il avait perdu son casque. Il arrachait son gilet tactique en courant, comme si l'équipement lui-même le brûlait. « Arrêtez !» a hurlé Julien, en se plaçant devant l'homme en fuite. « Où croyez-vous aller ? Remontez là-haut !» Vipé ne s'est pas arrêté. Il a essayé de bousculer Julien pour passer, se dirigeant vers les SUV noirs garés derrière la Porsche. Julien l'a agrippé. Ce fut le geste arrogant d'un homme qui n'avait jamais été dans une confrontation physique de sa vie. Il a attrapé un homme dont le métier était de tuer, par le revers de sa veste. « Je vous parle !» a crié Julien, en giflant Vipé au visage. Le son a été net, un claquement humide dans la nuit silencieuse. « Espèce d'incapable. Je vous ai payé pour nettoyer la maison. Retournez là-dedans, et sortez-moi cette salope de là. » La gifle était une erreur. Vipé ne s'est pas recroquevillé. Il ne s'est pas excusé. Il a craqué. La peur que Dana lui avait insufflée,
s'est instantanément transformé en rage. Il a attrapé Julien par la gorge, le soulevant de terre, et l'a projeté en arrière sur le capot de la Porsche Cayenne. Crunch. Le métal a plié sous l'impact. Julien a halté. L'air a été chassé de ses poumons. Il a levé les yeux vers le visage de Vipé, et a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une panique absolue. Tu ne me l'avais pas dit, a hurlé Vipé, des postillons volant au visage de Julien. Tu ne m'avais pas dit qui elle était. C'est une mécanicienne, a halté Julien, en griffant la main de Vipé. Elle n'est personne. Personne. Vipé a de nouveau frappé la tête de Julien contre le capot. Du sang a commencé à couler du nez de Julien, tachant sa chemise blanche. Elle fait partie du JSOC, espèce d'idiot. C'est une opératrice terrain. J'ai vu l'écusson. J'ai vu sa façon de bouger. Elle a piégé cette maison comme une zone de mort à Fallujah. Les paupières de Julien ont papillonné. Il ne comprenait pas les acronymes. Il ne savait pas ce que signifiait le terrain. Tout ce qu'il savait, c'était que son employé était en train de l'agresser. Je vais te poursuivre en justice, a étouffé Julien. Je vais te ruiner. Tu n'auras le temps de poursuivre personne, a rugi Vipé, lâchant Julien et reculant comme si celui-ci était radioactif. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Tu viens de commander une attaque sur un atout fédéral de grande valeur. Ce n'est pas un procès, Julien. C'est de la trahison. C'est une prison secrète, Black Site, pour le reste de ta vie. Vipé s'est tourné vers ses hommes, qui s'entassaient dans les SUV, jetant leurs armes sur les sièges arrière. Bougez, 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 a hurlé Vipé. Laissez le matos. Conduisez, c'est tout. On doit quitter l'État avant qu'elle ne passe l'appel. Mais je t'ai payé, a crié Julien, glissant du capot de sa voiture ruinée, le sang coulant sur la neige. Tu ne peux pas me laisser ici. Démerde-toi, fils de riche, a craché Vipé. Il a sauté dans le SUV de tête. Pris pour qu'elle ne te tue pas, les moteurs ont rugi. Les pneus ont patiné sur la glace, projetant du gravier et de la gadoue sur le costume de Julien. En quelques secondes, les feux arrière du convoi de mercenaires ont disparu au détour de la route de montagne, laissant Julien seul, dans le silence. Il se tenait là en frissonnant, s'essuyant le sang du nez avec un mouchoir en soie. Son cœur battait à tout rompre. Il a levé les yeux vers la cabane. Elle était sombre. Silencieuse. Lâche, a chuchoté Julien, la voix tremblante. Lâche d'incapable. Je vais le faire moi-même. Il a plongé la main dans la poche de sa veste, et en a sorti un revolver calibre 38 spécial à canon court. Il l'avait acheté pour se protéger des années plus tôt, et n'avait jamais tiré avec. Il lui a semblé lourd et froid dans sa main. Il s'est tourné vers la cabane. Dana, a-t-il hurlé, sa voix résonnant sur les parois de la vallée. Tu crois avoir gagné? Tu crois pouvoir me faire peur? La porte d'entrée de la cabane s'est ouverte. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas été défoncée. Elle s'est simplement ouverte, lentement et délibérément. Dana est sortie sur le porche. Elle ne portait pas de gilet pare-balles. Elle ne tenait pas de mitrailleuse. Elle portait sa chemise en flanelle, un jean, et des bottes de travail. Dans sa main, elle tenait un mug de thé fumant. Elle avait l'air de sortir pour profiter de l'air frais, et non d'une femme qui venait de mettre en déroute à elle seule un commando paramilitaire de 12 hommes. Elle a marché jusqu'au bord de la rambarde du porche, et s'y est appuyée, le regardant de haut. Elle était à 50 mètres de là, mais dans l'air vif des montagnes, on aurait dit qu'elle était juste à côté de lui. « Tu saignes, Julien ?» a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait parfaitement. Elle était calme. D'un calme terrifiant. « Ferme-la. » Julien agitait l'arme de façon incontrôlable. « Dégage de ma propriété. C'est ma terre. J'ai l'acte de propriété. J'ai les avocats. » Dana a pris une gorgée de son thé. Elle n'a même pas regardé l'arme. « Ce n'est pas ta terre, Julien. Ça ne l'a jamais été. Et ces avocats, ils ne peuvent plus t'aider maintenant. Je te poursuivrai pour tout, a hurlé Julien, son sang-froid se fracturant complètement. Il pleurait maintenant. Des larmes de rage et d'humiliation, qui se mélangeaient au sang sur son visage. Je te poursuivrai pour agression.
Je te poursuivrai pour l'utilisation d'armes militaires illégales. Tu es une criminelle. Tu es une psychopathe. Je n'ai utilisé aucune arme sur tes hommes, Julian, a dit doucement Dana. J'ai utilisé des feux de Bengale, et de la farine. Ils se sont enfuis, parce qu'ils savent ce que j'aurais pu utiliser. Tu mens. Julian a fait un pas vers le haut de la colline, en levant l'arme. Je vais en finir. Je suis le chef de cette famille. C'est moi qui décide ce qui se passe. Dana a posé son mug de thé sur la rambarde. Elle l'a regardé avec un mélange de pitié et d'ennui. Julian. Pose l'arme. Oblige-moi. Je n'en ai pas besoin, a répondu Dana. Elle a levé la main et a pointé un seul doigt vers le ciel. Ils le feront. Qui, a ricané Julian. Le shérif? Je l'ai dans la poche. Pas le shérif, a dit Dana. Écoute. Julian s'est figé. Au début, ce n'était qu'une vibration dans sa poitrine. Un battement sourd et rythmique, qui semblait provenir de l'air lui-même. Twap, top, twap. Le son est devenu plus fort, rapidement. La neige autour de Julian a commencé à tourbillonner, fouettée par un vent soudain et violent, venant d'en haut. Les arbres ont ployé et gémi. Le son est devenu assourdissant. Un rugissement mécanique qui a noyé les cris de Julian. Il a levé les yeux. Par-dessus la ligne de crête, deux formes sombres ont couronné la montagne. C'étaient des oiseaux de proie massifs, noirs et prédateurs. Des Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ils ne portaient pas de numéro d'immatriculation civile. Ils avaient la finition sombre et mate de l'armée des États-Unis. Et puis, le soleil s'est levé à minuit. Clic, un projecteur provenant de l'hélicoptère de tête a frappé Julian de plein fouet. C'était aveuglant. Des millions de candélas concentrés sur un seul homme, dans un costume italien en ruine, tenant un pistolet bon marché. Lâchez votre arme, a tonné une voix dans un système de haut-parleurs qui faisait trembler le sol. Lâchez votre arme et couchez-vous au sol, immédiatement. Julian a lâché l'arme comme si elle était chauffée à blanc. Il est tombé à genoux, se couvrant les yeux, se recroquevillant dans la neige. Dana se tenait sur le porche, baignée dans la lueur périphérique du projecteur. Le vent des rotors rejetait ses cheveux en arrière, mais elle ne bougeait pas. Elle a repris son mug de thé. Elle a regardé son cousin, qui était maintenant recroquevillé en position fétale, sanglotant dans la boue. « Tu voulais une guerre, Julian ?» a-t-elle dit. Sa voix était perdue dans le rugissement des rotors, mais son message était clair, dans la façon dont elle le regardait. « Tu as oublié une chose. Je ne fais pas la guerre seule. » Elle a pris une gorgée de thé, observant les portes latérales du Black Hawk s'ouvrir, et des hommes portant un véritable équipement tactique, avec une véritable autorité, se préparer à descendre. « Je te l'avais dit, » a-t-elle murmuré pour elle-même. « Je n'ai pas besoin de te poursuivre en justice. J'ai juste besoin de te signaler. L'atterrissage d'un Sikorsky UH-60 Black Hawk n'est pas un événement discret. C'est une déclaration de force écrasante. Le souffle des rotors a frappé le sol avec la force d'un ouragan, fouettant la neige en un vortex blanc aveuglant. Pour Julian Roman, recroquevillé dans la gadoue, les mains sur les oreilles, cela a ressemblé à l'apocalypse. Pour moi, c'était la cavalerie qui arrivait. Les portes latérales de l'hélicoptère de tête ont glissé avant même que les roues ne touchent la terre gelée. Des cordes sont tombées, des hommes ont glissé le long. Rapides, efficaces, létaux. Ce n'étaient pas des adjoints de comté avec des ventres à bière. C'étaient des policiers militaires, et des agents tactiques du FBI, du bureau de Denver. Ils se déplaçaient avec la fluidité synchronisée d'une meute de loups. Ils portaient de lourds gilets pare-balles, des casques balistiques, et des carabines M4 équipées de viseurs holographiques. Agents fédéraux, a tonné une voix par-dessus le rugissement des moteurs. Que personne ne bouge. Les mains bien en évidence. Julian s'est précipité sur ses genoux, son visage n'étant qu'un masque de sang et de morve. Il a essayé de me pointer du doigt. Officier. Dieu merci. Cette femme. Elle est folle. Elle a des bombes. Arrêtez-la. Deux agents ont été sur lui instantanément. Ils n'ont posé aucune question. L'un d'eux a fauché ses jambes, l'envoyant s'écraser la face la première dans la neige. L'autre lui a enfoncé un genou dans le bas du dos. Julian Roman, a crié l'agent, en tirant les poignets de Julian dans son dos.
Le cliquetis métallique des menottes a été le son le plus doux que j'ai entendu de toute la nuit. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre des actes de terrorisme domestique et violation de la loi fédérale sur l'espionnage. Quoi, a hurlé Julien, en crachant de la neige. Je suis un promoteur immobilier. J'ai des droits. Savez-vous qui est mon père? Vous avez le droit de garder le silence, a récité l'agent, en le soulevant de terre. Tout ce que vous direz pourra être, et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Alors que Julien était traîné vers le périmètre, un convoi de phares a percé l'obscurité, au bas de la colline. 3 SUV de luxe ont dérapé sur l'allée verglacée, chassant violemment de l'arrière. C'était la famille. Mes parents. Les parents de Julien. Ils étaient montés depuis l'hôtel en ville, s'attendant à assister au grand final de mon humiliation. Julien les avait invités à voir, la squatteuse, se faire expulser. Ils ont eu droit à un spectacle, c'est sûr. Juste pas celui pour lequel ils avaient acheté des billets. Julien, a hurlé tante Linda, en trébuchant hors de son escalade, vêtu d'un manteau de fourrure. Enlevez vos mains de lui. C'est un roman. C'est un citoyen. Ma mère m'a vu, debout sur le porche. Elle n'a pas vu les hélicoptères, ni les agents fédéraux. Elle n'a vu que sa fille se tenant droite, pendant que son neveu préféré avait des menottes au poignet. Son câblage mental, conditionné par des décennies de préjugés, a court-circuité. Elle a chargé dans les marches, le visage déformé par la rage. Dana, a-t-elle hurlé par-dessus le sifflement mourant des rotors. Que as-tu fait? Tu as appelé la police pour ta propre famille. N'as-tu aucune honte? Regarde ton cousin. Espèce d'animal. Mon père était juste derrière elle. Le visage rouge. Petite morveuse ingrate. Nous t'offrons de l'argent, et c'est comme ça que tu nous remercies? En ruinant la réputation de Julien? Je jure devant Dieu, Dana, tu es morte pour nous. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. J'ai juste pris une gorgée de mon thé. Reculez, madame, a ordonné un policier militaire, en s'interposant entre ma mère et moi. Il tenait son fusil en position basse. Ne me dites pas ce que je dois faire, a craché ma mère. Mes impôts paient votre salaire. Je veux parler à votre supérieur. Je veux que cette mécanicienne soit arrêtée pour agression. Vous voulez parler au supérieur. La voix est venue de l'obscurité. Elle n'était pas forte, mais elle avait une gravité qui a aspiré tout l'oxygène de l'air. Le cercle de soldats s'est écarté. Le général James Higgins a marché dans la lumière. Il ne portait pas d'uniforme de cérémonie. Il portait un treillis OCP, Operational Camouflage Pattern, ses bottes de combat crissant doucement sur la neige. Sur sa poitrine, les 4 étoiles argentées d'un général brillaient dans la lumière du projecteur. Il est passé devant tante Linda. Il est passé devant ma mère qui hurlait. Il ne les a même pas regardées. Pour lui, elles étaient moins que des civils. Elles étaient un bruit de fond. Il a monté directement les marches. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. Le silence qui s'est abattu sur la clairière était absolu. Même Julien a cessé de se débattre. Le général Higgins a claqué des talons. Il a levé sa main droite dans un salut lent, net, et parfait. Colonel Roman, a-t-il dit, sa voix résonnant clairement. Mission accomplie. Êtes-vous en sécurité? Mes parents se sont figés, la bouche béante. Le mot est resté suspendu en l'air comme un coup de tonnerre. Colonel. J'ai posé mon mug de thé sur la rambarde. J'ai redressé le dos. J'ai rendu le salut, fendant l'air avec la précision de 20 ans de discipline. Je suis en sécurité, général, ai-je dit. Hostile neutralisé. Le périmètre tient bon. Repos, Dana, a dit Higgins, en baissant la main et en souriant chaleureusement. Compagnie colonel, a murmuré mon père, la voix tremblante. Comment l'avez-vous appelé? Le général Higgins s'est tourné lentement. Il a regardé mes parents pour la première fois. Ses yeux étaient froids. Je l'ai appelé par son grade, Monsieur Roman, a dit Higgins. Le colonel Dana Roman est le commandant de la Task Force 121, du joint spécial Opération Commande. C'est un opérateur de niveau 1, et l'un des officiers les plus décorés de l'armée des États-Unis. Mais, a balbutié ma mère, agrippant son collier de perles. Elle
C'est une mécanicienne. Elle répare des camions. Higgins a ri. Ce fut un son sec, sans humour. Elle répare les problèmes, madame. Des problèmes qui menacent la sécurité de cette nation. Pendant que vous dormiez dans vos manoirs chauffés, votre fille traquait des terroristes dans des grottes. Elle a sauvé plus de vies américaines en une semaine, que votre famille tout entière en un siècle. Il a fait un pas vers eux. Mon père a carrément reculé, intimidé par la simple prestance de cet homme. Et vous, a dit Higgins, en pointant un doigt ganté vers Julian. Vous avez autorisé un assaut paramilitaire armé contre un atout fédéral. Savez-vous quelle est la peine pour la trahison, mon garçon? Ce n'est pas une amende. C'est une pièce sombre pour le reste de votre vie naturelle. Nous ne savions pas, a sangloté tante Linda. Nous voulions juste la terre. Vous vouliez voler, l'a corrigé Higgins, sa voix dégoulinante de dégoût. Vous avez jugé cette femme par les vêtements qu'elle porte. Vous avez traité une héroïne comme un déchet, parce qu'elle ne vénérait pas votre argent. Eh bien, regardez autour de vous. Higgins a fait un geste vers les Black Hawk, les soldats armés, les agents du FBI qui sécurisaient la scène. C'est ici, son monde. Voici le respect qu'elle inspire. Vous avez de la chance, aimée Madame Roman. Vous devriez vous mettre à genoux, et remercier Dieu, là, maintenant. Remercier Dieu pourquoi, a demandé mon père faiblement. Remercier Dieu que le colonel Roman soit un soldat discipliné, a répondu Higgins, sa voix tombant à un murmure mortel. Parce que si elle avait été n'importe qui d'autre, elle aurait mis une balle dans la tête de votre neveu, à la minute où il a posé le pied sur cette propriété. Et elle aurait été légalement justifiée de le faire. Ma mère m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé, pour la première fois en 38 ans. Elle n'a pas vu la déception. Elle n'a pas vu la mécanicienne cambouis. Elle a vu les cicatrices sur mes mains. Elle a vu la façon dont les soldats me regardaient avec révérence. Elle a vu le général se tenant à mes côtés, comme un père protecteur. Et elle a vu la distance absolue, infranchissable, que j'avais placée entre nous. Dana, a-t-elle chuchoté, en tendant la main vers le porche. Mon bébé, nous. Je n'ai pas répondu. J'ai repris mon thé. Général, ai-je dit, en leur tournant le dos. Mon thé refroidi. Voudriez-vous une tasse à l'intérieur? Je serais honoré, colonel, a répondu Higgins. Il m'a suivi dans la cabane. La porte s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd et définitif, laissant dehors le vent, la neige, et les sanglots des personnes qui avaient été ma famille. Le printemps, dans les montagnes rocheuses du Colorado, n'arrive pas en chuchotant. Il arrive avec le rugissement de la fonte des neiges. Les rivières gonflent. Les trembles explosent en un verre vif et frémissant. Et l'air perd cette morsure métallique de l'hiver, la remplaçant par le parfum des pins mouillés et de la terre qui dégèle. Cela faisait 6 mois depuis la nuit où les Black Hawk avaient atterri dans mon jardin. 6 mois depuis que la neige avait été tachée par le sang de Julian, et par les gyrophares des SUV fédéraux. Je me tenais au centre du salon. La porte d'entrée fracassée avait été remplacée. Cette fois-ci, par de l'acier renforcé, recouvert de chaînes de récupération. Magnifique, mais à l'épreuve des balles. Les lattes du plancher, où j'avais caché les pièges à grenades assourdissantes, étaient neuves. La cheminée, où j'avais autrefois attendu une équipe de tueurs, crépitait maintenant d'un feu doux et réconfortant. Non pas pour me garder en vie, mais pour garder la cafetière au chaud. La cabane n'était plus juste une cabane. Ce n'était ni la ruine que ma mère avait méprisée, ni le complexe 5 étoiles que Julian avait essayé de voler. C'était quelque chose de bien plus précieux. Je me suis dirigé vers le manteau de la cheminée. Au-dessus, encadré de bois simple, se trouvait une photo de ma grand-mère. À côté, il y avait une nouvelle pancarte sculptée à la main par un ancien ingénieur de combat des marines, qui avait perdu son œil gauche à Fallujah. On pouvait y lire « Le sanctuaire roman ». Base opérationnelle avancée pour les cœurs brisés. Nous ne faisions pas payer l'entrée, ici. Nous n'avions pas d'investisseurs. Cet endroit était financé par mes économies, et par une subvention discrète arrangée par le général Higgins. C'était un endroit pour les gars et les filles qui revenaient du bac à sable avec tous leurs membres, mais avec l'âme ébréchée. Un endroit où ils n'avaient pas à expliquer pourquoi les bruits forts les faisaient sursauter, ou pourquoi ils ne pouvaient pas dormir sans faire face à la porte. J'ai pris l'enveloppe posée sur le manteau de la cheminée. Elle était blanche, austère,
et frappé du sceau sinistre du Bureau fédéral des prisons. L'adresse de l'expéditeur était USP Florence High. Un pénitencier fédéral, à environ 2 heures au sud d'ici. C'était de Julian. Je l'avais laissé là pendant 3 jours. Une partie de moi, l'ancienne partie, celle qui désirait encore une forme tordue de validation familiale, voulait savoir ce qu'il avait à dire. L'autre partie, le colonel, savait exactement ce que c'était. Collecte de renseignements. Manipulation. J'ai glissé mon pouce sous le rabat et je l'ai déchiré. L'écriture était tremblante. La calligraphie de Julian, d'ordinaire pleine d'arabesques arrogantes, paraissait petite et étriquée. Très chère cousine d'Anna, commençait-elle. J'ai failli rire. 6 mois plus tôt, j'étais un cambouis et une honte. Maintenant, j'étais très chère cousine. J'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. Je t'écris d'une position de grande humilité. Les avocats me disent que mon appel est bloqué. Ils disent que les procureurs fédéraux veulent faire un exemple de moi, à cause de la nature de l'incident. Dana. Tu dois m'aider. Je ne suis pas fait pour ça. La nourriture est immangeable. Les gens ici sont des animaux. Je suis un homme d'affaires, Dana, pas un criminel. C'était un malentendu. J'ai été mal conseillé. Je t'en prie, si tu parles à ton ami le général. Peut-être qu'il pourra tirer quelques ficelles. Peut-être me faire transférer dans un établissement à sécurité minimale. Nous sommes de la même famille, après tout. Le sang est plus épais que l'eau. Ne me laisse pas pourrir ici, je t'en supplie. J'ai abaissé le papier. Il n'avait pas changé. Pas vraiment. Même dans une cellule en béton, dépouillé de ses costumes italiens et de sa Porsche, Julian restait le même homme. Il ne s'excusait pas d'avoir envoyé des hommes pour me tuer. Il ne demandait pas comment j'allais. Il ne se souciait que de son propre confort. Il pensait toujours que la famille était une monnaie qu'il pouvait dépenser, pour s'acheter une porte de sortie face aux conséquences. Il avait raison sur une chose, cependant. Le sang est plus épais que l'eau. Mais il a oublié la citation complète. Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Les liens que nous choisissons sont plus forts que la biologie dont nous héritons. J'ai regardé le feu. Les flammes oranges dansaient et léchaient la grille. Je ne ressentais plus de colère. La rage qui m'avait animé cette nuit-là dans la neige avait disparu, consumée par la réalisation de ma propre valeur. Je ne détestais pas Julian. J'avais juste pitié de lui. C'était un homme qui avait tout, et qui ne possédait rien. Il avait des millions d'euros, mais aucun honneur. Il avait des parents qui l'avaient encouragé, mais personne pour le soutenir lorsque le chèque a été refusé. Adieu, Julian, ai-je murmuré. J'ai jeté la lettre dans le feu. Elle a atterri sur une bûche en flammes. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis, le coin s'est recourbé, noircissant. Le papier a pris feu. L'encre bleue de son écriture désespérée s'est transformée en fumée. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que des cendres grises, flottant vers le haut de la cheminée pour être dispersées par le vent de la montagne. La dernière attache à la dynastie Roman venait d'être coupée. Je n'étais plus Dana la déception. J'étais juste Dana. Colonel, a appelé une voix depuis le porche. Elle était profonde, grave et joyeuse. Je me suis détourné du feu. J'arrive, sergent. J'ai pris mon mug de café et j'ai passé la porte d'entrée. Le soleil pointait juste au-dessus des sommets des Rocheuses, peignant les cimes enneigées dans des teintes brillantes de rose et d'or. L'air était vif, emplissant mes poumons du goût pur de la liberté. Sur le porche, la famille se rassemblait. Il y avait Mike, un ancien rangé de l'armée avec une jambe prothétique, assis sur les marches, en train de lancer une balle de tennis à son chien d'assistance, un golden retriever nommé Buster. Il y avait Sarah, une médecin de combat qui avait fait 3 déploiements en Irak, en train de faire sauter des crêpes sur une plancha portable installée sur la rambarde. Il y avait Ghost, un tireur d'élite silencieux de mon ancienne unité, simplement adossé à un poteau, observant la lisière des arbres avec un sourire paisible sur le visage. Ils ont levé les yeux quand je suis sorti. Le café est tout frais, colonel, a dit Sarah, retournant une crêpe sur une assiette en carton. Et Mike a ramené du bon bacon cette fois, pas cette saloperie de dinde. Et, a protesté Mike en souriant. Mon cholestérol est un travail en cours. Bonjour, Dana, a dit Ghost, en hochant lentement la tête. Il n'a pas salué.
On ne faisait pas de salut militaire ici. On se faisait des signes de tête. On se donnait des poignées de main qui duraient une seconde de trop, juste parce qu'on était heureux que l'autre personne soit encore en vie pour serrer la main en retour. Je les ai regardés. Ils ne partageaient pas mon nom de famille. Ils ne connaissaient pas ma grand-mère. Ils se fichaient de mon compte en banque, ou de la valeur immobilière de ce terrain. Ils connaissaient la cicatrice sur ma mâchoire. Ils savaient pourquoi je vérifiais le périmètre avant de dormir. Ils connaissaient le poids des choses que nous portions dans nos sacs à dos, et dans nos têtes. C'était ça, l'héritage pour lequel je m'étais battu. Pas le terrain. Pas le bois et la pierre de la cabane. Mais ceci, le droit de construire un sanctuaire, pour les personnes qui comptaient vraiment. Tout va bien, chef, a demandé Mike, sentant mon changement d'humeur. Il s'était arrêté de lancer la balle. J'ai regardé la fumée s'élever de la cheminée, emportant les cendres de Julian. J'ai regardé le lever du soleil illuminer les visages de mes frères et sœurs. Ouais, Mike, ai-je dit, un sourire sincère illuminant mon visage. Le premier vrai sourire, libéré de tout fardeau, que j'avais ressenti depuis des années. Je vais plus que bien. J'ai descendu les marches, et je me suis assise sur le banc à côté d'eux. J'ai pris une gorgée de café. Il avait le goût de la victoire. Ma mère m'avait dit que j'étais inutile. Julian m'avait dit que j'étais seul. Ils avaient tous les deux tort. J'étais la femme la plus riche du monde. Entourée de la seule richesse qui conserve réellement sa valeur, lorsque le monde devient sombre. Alors, ai-je dit, en regardant les plans étalés sur la table de pique-nique. Qui veut m'aider à construire la nouvelle terrasse, aujourd'hui? Je crois que nous avons besoin de plus d'espace pour profiter de la vue. J'en suis, a dit Sarah. Passe-moi un marteau, a dit Mike. Toujours, a dit Ghost. Le vent a soufflé à travers les pins, chantant une chanson de printemps, de renouveau et de paix. La guerre était terminée. L'hiver était parti. Et pour la première fois de ma vie, j'étais enfin, véritablement, à la maison. Merci d'avoir monté la garde avec moi tout au long de cette longue nuit. Mon histoire prouve que votre véritable valeur n'est pas définie par votre compte en banque, ou par l'opinion de votre famille. Mais par l'acier de votre colonne vertébrale, et par les personnes qui sont dans votre camp. Si vous pensez que la justice est un plat qui se mange froid, avec un accompagnement de précision tactique, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette histoire. Cela nous aide à trouver d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez rejoindre une communauté qui privilégie la loyauté plutôt que l'héritage, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, avez-vous déjà dû virer à votre propre famille, pour trouver la paix? Faites-le moi savoir. Restez en sécurité. Restez dangereux. Dana, terminé.